Jamais on n'avait pu suivre des combats d'aussi près. La guerre entre Israël et le Hamas est diffusée presque en direct. Les vidéos des témoins, des victimes, les GoPro portés par les combattants du Hamas et les caméras de surveillance ont révélé les horreurs du massacre du 7 octobre 2023. Dans la bande de Gaza, les habitants, les journalistes documentent jour après jour depuis 6 mois la destruction implacable. Montrant la souffrance insoutenable infligée à la population civile palestinienne. Face à ces images qui sont autant de preuves potentielles de crimes de guerre, tout le monde attend, espère, exige l'intervention de la justice. La justice pénale internationale, c'est souvent le dernier espoir des populations qui ont déjà perdu tout dans leur vie. Et donc aujourd'hui, il faut prendre conscience que si on ne donne pas ce dernier espoir à ces populations, eh bien on va vers le chaos et vers des lendemains extrêmement sombres. Autant d'images, autant de crimes, autant de victimes mettent sous une pression inédite la justice internationale. Mais a-t-elle vraiment les moyens d'agir ? Vendredi 26 janvier 2024, les pro-palestiniens y croient. Ils sont devant la Cour internationale de justice à La Haye, qui doit trancher sur une accusation lourde. Israël est accusé de génocide à Gaza. Les juges pourraient imposer un cessez-le-feu. Finalement, le verdict tombe, le voici en substance. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir tout éventuel acte de génocide à l'encontre des Palestiniens de Gaza. Pas de cessez-le-feu, la déception est immense pour les pro-palestiniens. Du côté pro-israélien, pas de cessez-le-feu, c'est déjà une victoire. Ils sont scandalisés par l'accusation de génocide. Pour eux, Israël pratique la légitime défense. La Cour de justice internationale, c'est l'instance judiciaire de l'ONU prévue pour régler les différends entre États. Sa décision mi-figue mi-raisin reflète l'embarras du monde face à cette guerre qui a polarisé les camps. Ici, c'est l'Afrique du Sud qui a porté l'accusation de génocide contre Israël. Pour mieux comprendre comment fonctionne la justice internationale, nous avons sollicité Johan Soufi. Il est avocat, expert en droit international. Il a travaillé au service juridique de l'UNRWA et comme procureur international, notamment en Ukraine. Il commence par expliquer pourquoi c'est l'Afrique du Sud qui a porté l'accusation contre Israël. La Cour internationale de justice tranche des différends entre États. Et donc aujourd'hui, en fait, l'Afrique du Sud considère qu'Israël a violé ses obligations au regard de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, et donc considère que c'est l'humanité dans son ensemble qui est aujourd'hui en danger, puisque le génocide est un crime contre l'humanité tout entière. Et donc c'est pour ça que c'est l'Afrique du Sud qui aujourd'hui porte ce combat judiciaire. L'État d'Israël rejette catégoriquement l'accusation de génocide. Seul officiel du gouvernement israélien à avoir accepté nos demandes d'interview,
Lior Hayat est porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il a assisté au procès à La Haye. L'Afrique du Sud est devenue le bras juridique de l'organisation terroriste Hamas. Je me souviens à La Haye le premier jour d'avoir entendu les mensonges et les fausses accusations de l'Afrique du Sud. Et je me suis dit que ce niveau d'hypocrisie était inimaginable. Le fait que l'Afrique du Sud accuse Israël d'avoir commis un génocide est une honte. C'est une honte parce que cela entache l'Afrique du Sud, mais cela entache aussi le système juridique international. Nous voulions aussi donner la parole aux premiers concernés. Nous avons demandé à un journaliste palestinien de rencontrer des familles à Rafah, justement ce jour du 26 janvier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que La Haye et sa justice internationale paraissent très loin, notamment pour la famille Salama, 24 personnes entassées dans cette tente. Comme des milliers d'autres Gazaouis, cette famille a dû fuir la ville de Gaza après le bombardement de sa maison. Elle s'est d'abord réfugiée un peu plus au sud, à Nuseirat. Et lorsque la guerre a atteint cette zone, elle a fini à Rafah. La justice internationale, Ismaël et sa femme Lina voudraient bien y croire. D'après les expériences et les décisions précédentes, on n'est pas optimiste. Parce que rien ne peut faire pression sur Israël pour l'obliger à respecter les décisions de justice. Il y a déjà eu plus de 20 résolutions. Et même récemment, au niveau de la guerre, il n'était pas possible de faire passer une trêve, ou même de l'aide humanitaire. D'ailleurs, il n'y a presque rien qui rentre, ou seulement au compte-gouttes. Leur première préoccupation, ce n'est pas la justice à long terme, mais l'injustice du quotidien. Dans cette pièce, on fait la cuisine, on prend nos douches et on dort. Pour ne pas mouiller le sol, on met un seau pour se laver et une fois qu'on a fini, on jette l'eau dehors. À Rafah, la densité est extrême. 1,7 million de réfugiés s'entassent depuis des mois sur 65 km². Avant la guerre, la famille Abou Mostafa avait une vie agréable. Le père, Assad, était pâtissier et acteur. Il a 4 enfants et sa femme est enceinte. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. C'est de l'humiliation. Ce n'est pas une vie normale. Ma femme, quand elle doit faire la vaisselle ou le linge, elle doit même aller chercher de l'eau. Et même les toilettes. Où est-ce que vous trouvez des toilettes? Pour trouver de l'eau potable, il faut faire la queue. Et s'il y a un problème quand on fait la queue, le propriétaire de l'eau s'en va. C'est pareil pour la nourriture. C'est une vie de souffrance. Parmi mes enfants, c'est mon bébé pour lequel j'ai le plus peur. Il a besoin de lait, de couches. Comme je suis enceinte, je ne peux plus l'allaiter et il n'y a pas assez de nourriture. Du haut de ses 6 ans, Tasnim ne comprend rien à ce qui se passe. Elle venait de commencer l'école en octobre dernier. Sa maîtresse, ses copines, toute sa vie passée lui manque. La population à Gaza dépend de l'aide alimentaire. Il n'y en a pas assez à Rafah, la zone considérée comme sécurisée. Et dans le nord, la zone de combat, c'est la famine. A-t-on le droit d'affamer une population ? La guerre a des règles. Elle se fonde sur le droit international humanitaire qui s'est cristallisé dans les conventions de Genève en 1948 avec leur protocole additionnel en 1977. La Suisse en est le pays dépositaire et le CICR le symbole. Directrice de la division juridique du CICR, Cordula Droguet nous rappelle les principes de base.
Est-ce que tout le monde doit respecter le droit international humanitaire ? Oui, parce que les conventions de Genève sont les seuls traités internationaux qui ont été ratifiés par tous les pays du monde. Toutes les parties au conflit, c'est-à-dire aussi toutes les parties non étatiques, les groupes armés non étatiques, doivent respecter le droit international humanitaire. Cela signifie que le Hamas, comme Israël, doivent s'y tenir ? Exactement. Et ce que j'ajouterais, c'est qu'ils doivent le respecter de manière unilatérale, si vous voulez. C'est-à-dire, ce ne sont pas des obligations réciproques. Chacune des parties doit respecter le droit international humanitaire, que l'autre partie le respecte ou non. Parce que l'idée du droit international humanitaire, c'est de protéger les victimes du conflit, qui sont évidemment de tous les côtés. Parmi les règles se trouve l'obligation d'approvisionner la population civile. Les parties au conflit doivent toujours assurer les besoins minimaux des personnes sous leur contrôle. Et en particulier, si un territoire est occupé, la partie qui occupe le territoire a toujours une obligation de pourvoir aux besoins de base de la population sous occupation. Donc médicaments, nourriture, eau, etc. Nous voulions entrer dans la bande de Gaza, mais Israël en interdit l'accès indépendant aux journalistes. Du coup, pour mener notre enquête, nous avons suivi la route 232 qui longe le mur de la bande de Gaza. On est vraiment très proche. On entend et on voit la guerre. C'est depuis l'un des points d'observation, à 3 km de Gaza, que nous avons réalisé l'interview en ligne de Pascal Hunt, chef de délégation du CICR. Lui, il est à Rafah. Comme la communication Internet peut lâcher à tout moment, on a aussi envoyé notre équipe palestinienne sur place. Est-ce que la connexion est bonne chez vous comme ça ? Oui, elle ne pourra pas être beaucoup meilleure. Hein. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la situation actuellement ? On est à mi-février, la situation dans la bande de Gaza. On est un peu à court de superlatifs ici. Les combats continuent. Ces derniers jours, c'était extrêmement violent dans la région de Khan Younis. Nous, ici, on est à 5-7 km des combats. La maison a tremblé toute la nuit. Donc je vous laisse imaginer, la population est simplement terrorisée. Beaucoup de gens vivent sous tente. Il a plu, il a fait froid. Difficile de trouver des mots. C'est plus qu'un désastre. Voilà, c'est une situation indescriptible. Et je pense que c'est une honte ce qui est en train de se passer ici. Les gens dépendent maintenant exclusivement de l'aide internationale qui rentre dans la bande de Gaza. C'est largement insuffisant. Dans le meilleur des cas, on a peut-être un camion pour 10 ou 20 000 personnes par jour. C'est totalement ridicule. On parle beaucoup de nourriture, mais le siège, c'est aussi le manque de tout pour les hôpitaux. Un hôpital sans approvisionnement n'est pas un hôpital. Un hôpital, pour fonctionner, a besoin de personnel, a besoin de nourriture, a besoin d'eau, a besoin de médicaments. Sans ces éléments, ces hôpitaux se transforment en mouroirs et deviennent des morgues. La faim, la souffrance, les bombes, les morts. Les autorités israéliennes rejettent toute responsabilité. Mais qu'en est-il de la population civile ? Le Hamas contrôle la bande de Gaza depuis plus de 16 ans. Le Hamas est responsable. Le gouvernement du Hamas est en place dans la bande de Gaza depuis 16 ans. C'est leur responsabilité vis-à-vis de leur propre peuple. Le fait est qu'Israël se soucie davantage des Palestiniens que ses propres dirigeants. Vraiment. Pourtant, tout le monde se souvient des consignes édictées dès le 2e jour de guerre par le ministre israélien de la Défense. מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. La privation d'eau, de nourriture, d'aide humanitaire à la bande de Gaza aujourd'hui résulte de décisions politiques
et notamment de la décision à la fois du ministre de la Défense mais du cabinet de guerre d'exercer un siège complet sur la bande de Gaza, ce qui est un crime au regard du droit international. C'est un crime de guerre, d'utiliser la famine comme une méthode de guerre, et dans son ordonnance, la Cour internationale de justice a considéré que ça pouvait être un des actes constitutifs du génocide. Par 16 voix contre une, l'État d'Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d'existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza. Pour franchir la frontière vers la bande de Gaza, les camions d'aide humanitaire peuvent provenir de 2 pays, soit l'Égypte au point de passage de Rafah, ou Israël au point de passage de Kerem Shalom. Dans les 2 cas, y compris le passage par l'Égypte, les marchandises sont stoppées et contrôlées par l'armée israélienne avant d'entrer dans la bande de Gaza. Nous sommes allés à Kerem Shalom plusieurs fois. C'est si proche de Rafah que juste de l'autre côté du mur, on pouvait voir et entendre une mosquée. Ce ne sont pas les seuls à prier. Ce jour, une 50aine de manifestants israéliens, ultra-orthodoxes pour la plupart, bloquent le passage des camions à Kerem Shalom. Pourquoi êtes-vous là? On est ici parce que notre pays laisse passer de l'aide humanitaire à l'ennemi qui veut nous tuer. Ils nous tuent, ils nous kidnappent et ils leur donnent de la nourriture. Nous sommes ici pour stopper ça. Vous ne pensez pas que la population à Gaza a faim? Je pense que les gens à Gaza soutiennent tous le Hamas. Peut-être pour certains c'est dur parce qu'ils sont affamés, mais dans l'ensemble, ils nous haïssent tous. Vous n'allez pas à l'école? Il y a des choses plus importantes en ce moment. Israël est en guerre, on s'en fout de passer les examens. Parmi les manifestants, nous rencontrons un couple franco-israélien. Le Hamas sait très bien qu'on bloque pour eux parce qu'on sait que l'aide humanitaire ne va pas à la population. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la population fasse pression sur le Hamas pour qu'on libère les otages. Parce que les otages, ils sont libérés, la guerre, elle s'arrête. Donc pour l'instant, on bloque l'entrée des camions de l'ONU qui est censé aider les Palestiniens, mais quand même on s'est rendu compte que dans les camions, il n'y avait pas que de la nourriture. Il y avait quoi d'autre? Des armes pour le Hamas, c'est pas un secret. Hein. Donc l'ONU amène des armes pour le Hamas à l'intérieur? Je sais pas, j'ai pas dit ça. L'ONU passe par l'Égypte, donc ouais. Après les camions restent en Égypte un certain temps, puisqu'ils sont bloqués. Après rien n'empêche, l'ONU n'a pas les yeux partout, hein. Il n'y a pas 10 000 hommes de l'ONU à surveiller les camions. Donc rien n'empêche... Vérifier autant de camions d'aide humanitaire, c'est très compliqué. Rien n'empêche des gens ça vient du monde entier, ce qui fait que le monde entier leur envoie. C'est le monde arabe, c'est les bakchis, c'est fait partie du système. Les otages contre la nourriture, ici tout le monde pense comme ça, cela ne semble choquer personne. Et pas non plus l'armée israélienne bien présente et qui n'intervient pas. Mais que dit le droit international humanitaire concernant la prise d'otages? La prise d'otages est interdite. Et la conséquence, évidemment, c'est que les otages doivent être libérés de manière inconditionnelle. Le rôle du CICR est d'offrir son rôle en tant qu'intermédiaire neutre pour qu'une fois que les parties se sont mises d'accord entre elles sur les conditions de libération, le CICR va pouvoir aider à la libération des otages. Et c'est ce qu'on a fait à Gaza quand il y a eu le premier accord entre les parties sur la libération des otages et des prisonniers palestiniens qui étaient aux mains d'Israël. Pascal Hunt a participé à cette première vague de libération en novembre 2023. Mais pour les otages encore en captivité, le CICR continue de demander de pouvoir les visiter, sans succès pour l'instant. Le CICR n'a pas accès aux otages. Le CICR a exprimé sa disponibilité aux parties, non seulement de les visiter, mais également de faciliter leur libération, comme on l'a fait l'an dernier.
Le CICR n'a non plus accès, depuis le 7 octobre, à tous les détenus palestiniens. Et l'État d'Israël l'a confirmé publiquement. Et donc là, effectivement, on continue d'exprimer, on est prêt à aller visiter ces gens. Mais aujourd'hui, on n'a pas accès non plus aux personnes qui sont détenues par Israël. Chaque samedi à Tel Aviv, des milliers et des milliers de personnes, depuis des mois, se retrouvent pour soutenir les otages israéliens. Parmi eux, Gilles Dickman. Sa vie est sur pause depuis que sa famille a été attaquée dans le kibboutz de Be'eri. Sa cousine Carmel est toujours parmi les otages. Le kibboutz de Be'eri a été l'un des plus touchés par le massacre du 7 octobre. Les caméras de surveillance ont permis de reconstituer l'attaque du Hamas. À 6h57 heure suisse, les premiers combattants du Hamas franchissent l'entrée principale. Des centaines vont suivre. Ils vont assassiner 120 habitants et enlever 26 otages. Parmi les victimes, la famille Gatt, la famille de Gil. Sa tante Kinneret, 68 ans, est emmenée par les assaillants. Son corps sera retrouvé sans vie non loin de sa maison. Il faudra des dizaines d'heures avant que l'armée israélienne ne parvienne finalement à sécuriser les lieux. Gil Dickman revient à Be'eri pour nous raconter le drame, mais aussi pour nous confier ce qu'il attend de la justice. C'était la maison de mon oncle et de ma tante Kinet et Eshel Gatt. Ils vivaient ici. J'étais ici 10 jours avant le 7 octobre. C'était un salon, vous savez. Il y avait un canapé ici, la télévision était juste là. Et ici, c'était le coin qui était couvert de jouets, de poupées. Une grande peluche d'ours et une autre encore plus grande. Et là, c'était la cuisine. C'est là où elle a préparé le dernier repas que nous avons pris ensemble. En plus de la mort de sa tante dans le massacre, 2 des cousines de Gil Dickman ont été enlevées par les combattants du Hamas. Après 54 jours de captivité, Yarden est libérée. Mais Carmel, 39 ans, est toujours quelque part dans la bande de Gaza. Lors de notre visite à Be'eri, on entendait les bombardements dans la bande de Gaza, à quelques kilomètres seulement. Est-ce que vous pensez à Carmel quand vous les entendez ? Tout le temps. On ne pense qu'à ça. Quand il pleut, on pense à elle. Quand il fait froid, on pense à elle. À chaque minute qui passe, à chaque boom que nous entendons, il se peut que quelque chose blesse les otages. Pour moi, cela fait partie du cauchemar, parce que c'est l'armée israélienne qui, d'une certaine manière, met leur vie en danger. Il est possible de ramener les otages. Et ce n'est pas seulement l'obligation du gouvernement israélien, mais celle de tous les gouvernements du monde, car il s'agit d'un crime contre l'humanité. Malgré son drame personnel, Gil Dickman est très concerné par la disproportion de la riposte israélienne. Je déteste qu'il y ait des gens qui payent un prix aussi horrible des 2 côtés de la frontière. Pour moi, c'est une tragédie. Et tout cela fait partie de la même tragédie.
Vous savez, il y a des gens de notre côté de la frontière, et je crois qu'il y a des gens de l'autre côté de la frontière qui croient que nous pouvons vivre en paix ici, dans cette zone, dans cette région. Je ne crois pas au sang ou à la vengeance. Je veux croire que Carmel, ma cousine, qui est retenue là-bas, elle non plus, elle n'y croit pas, parce que je la connais, et ce n'est pas elle. Et de nombreux Israéliens, en particulier les Israéliens qui vivent ici dans cette région, pensent la même chose. Ils ne veulent pas voir de sang ni de guerre. Pas de vengeance, mais pour cela la justice est indispensable. Peut-on envisager la paix sans la justice ? On a déjà vu la Cour internationale de justice. Créée en 1945, elle est l'organe judiciaire de l'ONU et tranche les conflits juridiques entre États. Face à son impuissance à intervenir dans ce conflit, tous les regards se tournent maintenant vers la Cour pénale internationale, fondée en 2002 par un traité international et qui cible, elle, des individus accusés de crimes de guerre. Fadi El Abdallah, porte-parole de la CPI, la Cour pénale internationale, nous transmet quelques clés de compréhension. La Cour a été créée pour enquêter sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide. Depuis le début du XXe siècle, il y avait déjà germé l'idée qu'il faut une Cour pénale internationale et permanente, qui ne va pas attendre après qu'un conflit est terminé, qu'on a les gagnants, les perdants, etc., pour accorder justice aux victimes. La CPI se veut indépendante. Comment choisit-elle ses dossiers ? Il y a 3 chemins pour décider d'ouvrir une enquête par la Cour pénale internationale. Le premier, c'est à la demande d'un État qui est partie au droit. La deuxième, c'est à la demande du Conseil de sécurité de l'ONU. Et le troisième, c'est lorsque le procureur lui-même demande au juge l'autorisation d'ouvrir une enquête. Autre condition, la CPI est une justice complémentaire. Le travail de la CPI ne remplace pas la justice nationale, qui reste le responsable premier pour livrer justice aux victimes, mais en cas de défaillance où ce n'est pas possible, ils n'ont pas les moyens ou ils n'ont pas l'intention d'enquêter sérieusement, c'est là où la CPI peut enquêter. La CPI compte 124 États parties, soit 2/3 du monde, mais avec des absents puissants. La Chine, la Russie, mais aussi les États-Unis et Israël. Quant à la Palestine, elle devient membre en 2015 et appelle immédiatement la CPI à examiner les potentiels crimes de guerre commis antérieurement par Israël. Il faudra 6 ans pour que la Cour pénale internationale annonce l'ouverture d'une enquête en 2021, ce qui provoque la colère du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. The ICC investigates Israel for fake war crimes. This is pure anti-Semitism. The court established to prevent atrocities like the Nazi Holocaust against the Jewish people is now targeting the one state of the Jewish people. As Prime Minister of Israel, I assure you, we will fight this perversion of justice with all our might. Depuis 2021, qu'a fait la CPI pour la Palestine ? Alors, les enquêtes sont confidentielles, donc c'est difficile à dire. Mais quand on regarde le budget qui a été consacré à l'enquête en Palestine, on constate qu'il ne s'est rien passé. En 2022, il y avait 0 € consacré à la situation en Palestine. En 2023, la Palestine était la situation parmi les enquêtes du bureau du procureur, et il y en avait une dizaine qui avaient le moins de ressources, à la fois financières et en termes de ressources humaines. Pourquoi ? Parce que ça n'était pas une priorité de la politique pénale du procureur de la Cour pénale internationale. Parce que lorsqu'il y a priorité, l'action peut être plus rapide. La preuve, il n'aura fallu que 13 mois pour que le procureur délivre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. De 2015 à 2023, rien ne s'est passé pour la Palestine. On aurait bien aimé demander pourquoi, mais le procureur en chef Karim Khan a refusé toutes nos demandes d'interview malgré notre insistance. Mais le 30 octobre 2023, en conférence de presse au Caire, il s'est déclaré prêt à l'action.
My primary and my only objective must be to achieve justice for the victims and to uphold my own solemn declaration under the Rome Statute as an independent prosecutor, impartially looking at the evidence and vindicating the rights of people, whether they're Palestinians in the West Bank or in Gaza, or whether they're Jews living in Israel. Défendre les victimes en Palestine et en Israël, comment est-ce possible si Israël n'est pas membre de la CPI? Alors c'est simple, c'est parce que la Cour pénale internationale a une double compétence. La première, c'est pour enquêter sur le territoire des États parties. La deuxième, c'est contre les ressortissants de ces États parties. La Palestine est membre de la Cour pénale internationale depuis 2015, et comme l'attaque du 7 octobre a été conduite par des ressortissants palestiniens, la Cour pénale internationale a le mandat d'enquêter, y compris sur les crimes du Hamas du 7 octobre. La CPI peut donc enquêter sur l'attaque du Hamas. Mais comme elle est une justice complémentaire, il faudra qu'Israël l'accepte. C'est le pari de Yael Gvirzman, une avocate israélienne. Elle travaille sur les questions de crimes internationaux depuis 20 ans, mais cette fois c'est différent. Je me suis réveillée le matin, le 7 octobre, comme tout citoyen en Israël. Pendant les 3 premiers jours, j'étais sous choc. Et puis, j'ai compris que j'ai un rôle à proposer dans cette situation. Selon elle, la justice israélienne peut s'occuper des terroristes auteurs de l'attaque, mais elle est moins sûre pour les dirigeants du Hamas. Les architectes, les financeurs, les inciteurs, les commandants, les hauts rangs, disons, c'est pas un État, mais les hauts rangs diplomatiques ou militaires, disons, etc., sont en principe hors portée de l'État d'Israël. Sans attendre, elle a porté plainte au nom de familles de victimes et est entrée en contact avec la CPI. Je suis très contente que la Cour pénale internationale aujourd'hui a une compétence et que je peux mener une action indépendante et sur la base professionnelle au nom de ces victimes, parce qu'elles méritent la justice, elles méritent une reconnaissance des faits, elles méritent qu'une Cour pénale internationale indépendante et impartiale reconnaisse ces faits pour tels qu'elles sont, des crimes contre l'humanité. Et donc voilà, j'agis. Mais ces démarches auprès du procureur ne suscitent pas l'enthousiasme du côté de l'État d'Israël. Israël a un système juridique très fort, stable et indépendant. Cela ne signifie pas que les familles des otages, dans leur quête internationale de soutien et de moyens de pression, ne peuvent pas se tourner vers chacun des dirigeants du monde. Je vous donne un autre exemple. Elles se sont adressées au pape pour lui demander son aide. Cela ne veut pas dire qu'elles sont prêtes à se convertir au christianisme. L'essentiel aujourd'hui n'est pas d'aller à La Haye et à la Cour pénale internationale. Il y aura peut-être un moment pour cela à l'avenir. Dans les kibboutz proches de la bande de Gaza, la question de la justice internationale ne suscite pas toujours non plus l'unanimité. Nous sommes allés à Magen, à 4 km seulement de Rafah. Le kibboutz a pu repousser l'attaque du Hamas le 7 octobre, mais le traumatisme est là. Et même si la sécurité est renforcée, les habitants hésitent à retourner dans leur maison. Martin Sessler, lui, est revenu. D'origine zurichoise, il a immigré à Magen en 1970. Lorsqu'il était directeur de l'école secondaire de la région, il organisait des échanges avec les écoles palestiniennes toutes proches. Aujourd'hui, son cœur est déchiré. Quand vous entendez les bombes... Ah, c'est horrible. C'est horrible. Vous connaissez des gens là-bas? Moi, je connais des gens et on a même des contacts par téléphone avec la population et la population qui souffre. Je sais, ils ont fait tous les crimes possibles envers nos jeunes filles, envers nos femmes, envers nos enfants, envers nos vieillards, tout. Mais j'ai peur pour la population civile, pour les vieillards qui sont chez les enfants qui sont chez eux. Non, je ne suis pas indifférent. C'est malheureux, c'est lamentable, c'est triste. Et je me dis toujours, est-ce que l'armée israélienne fait tout ce qui est possible pour
pas toucher le moins, je ne dis pas toucher, mais toucher le moins la population civile dans la bande de Gaza. Martin a invité 2 de ses voisins à prendre le café et à discuter de justice internationale. Myriam et Jacob sont aussi revenus à Magen. Je veux parler sur les enfants à notre région. Les enfants de Magen, de Be'eri, de Niroz, de toute cette bande-là, sont depuis tout petits. Ils savent qu'on nous bombarde et qu'il faut se sauver. J'aimerais bien que ça s'arrêterait, que les enfants ne peuvent pas être en peur tout le temps et attaquer tout le temps, qu'ils peuvent fleurir comme un enfant doit fleurir. Est-ce que vous seriez prêt à ce que la justice internationale puisse prononcer éventuellement une sanction, que ce soit contre les dirigeants du Hamas ou contre Israël? Je vais vous répondre assez impoliment. On n'a rien à foutre de la justice internationale, tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Pourquoi? La justice internationale juge les gens qui ont déjà perdu la guerre. La justice internationale n'a jamais jugé des dictateurs qui sont au pouvoir comme Poutine ou je ne sais pas qui. Et en plus de ça, la justice internationale est représentée par des blocs qui ont chacun leurs intérêts politiques et autres. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas, tout simplement. Pour Martin, l'intervention de la justice ne suffira pas. Quelques minutes. La justice, ça peut être un slogan. Et je dirais plutôt, il faut la réconciliation. Ça veut dire la justice, je ne sais pas si on pourra la faire, mais il faut la réconciliation des 2 peuples. Et ça prend du temps, c'est une affaire d'éducation, c'est une affaire de connaître l'autre, c'est une affaire d'apprendre les langues, que tous les Israéliens apprennent l'arabe, que tous les Arabes sachent, de cette région, sachent l'hébreu, qu'ils connaissent bien l'islam, le christianisme et le judaïsme. C'est ça qui est, mais c'est à long terme, c'est pas pour aujourd'hui et pour demain. La première urgence, c'est de stopper la guerre. Chaque samedi à Tel Aviv, des manifestants anti-gouvernementaux appellent au cessez-le-feu pour protéger les otages. Voire même pour certains, ils dénoncent les bombardements sur la population palestinienne. Car après 6 mois de guerre, il ne reste presque plus rien de la bande de Gaza. Par exemple, Khan Younis a vécu des bombardements intenses, comme le montrent ces images satellites prises du 1er décembre au 29 février. Les bombardements massifs n'ont épargné personne. Pas même les infrastructures médicales, qui ont été une cible spécifique de l'armée israélienne. Que dit le droit international humanitaire sur ce point? Un des principes vraiment fondamentaux de tout le droit international humanitaire et qui existe vraiment depuis le début du droit international humanitaire, c'est que les blessés et les malades doivent être protégés et soignés. Et donc, il y a une protection très spéciale et très forte de toutes les infrastructures médicales, les hôpitaux, les ambulances, le personnel médical. Et la protection disparaît si l'infrastructure médicale est utilisée à des fins militaires? Si vous avez un hôpital, par exemple, qui est utilisé à des fins militaires, la partie adverse peut l'attaquer. Mais attention, dans cet hôpital, il y aura toujours des patients, il y aura toujours du personnel médical, il y a tous les médicaments, toute l'infrastructure médicale qui reste des civils et de l'infrastructure civile. Nous avons enquêté un cas précis dans la bande de Gaza.
Le 3 novembre 2023, à 16h30, juste devant l'entrée de l'hôpital Al-Shifa, une ambulance du Croissant Rouge palestinien explose en pleine rue. L'armée israélienne a reconnu l'attaque et la légitime par la présence d'une cellule terroriste du Hamas dans l'ambulance. Mais selon les vidéos et les témoignages, analysés par plusieurs ONG, aucun combattant n'était présent. Pire, la rue était noire de monde. La frappe a fait 15 morts, dont 5 enfants, et une soixantaine de blessés. Médecins sans frontières est l'une des rares ONG encore présentes avec du personnel dans la bande de Gaza. Guillemette Thomas est coordinatrice médicale. Elle est basée à Jérusalem. Les structures de santé sont ciblées. Les hôpitaux, les ambulances, les travailleurs sont ciblés dans l'exercice de leur fonction. Les hôpitaux ont été assiégés pour un certain nombre d'entre eux. C'était un véritable siège avec des tanks, des snipers, empêchant les patients de rentrer dans les hôpitaux, empêchant les patients d'en sortir. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement inédit. L'ampleur que ça a pris et la démolition systématique des structures de santé est quelque chose qui est tout à fait nouveau, en effet. Un convoi de MSF a même été ciblé directement le 18 novembre 2023. Une frappe qui a fait 2 morts. On avait été victime, en tout cas, de tirs sur un convoi humanitaire, MSF, clairement identifié, alors qu'on essayait d'évacuer nos équipes du nord de la bande de Gaza, qui étaient à ce moment-là sous d'intenses combats. Un convoi qui avait été coordonné, validé, approuvé par l'armée israélienne pour aller descendre vers le sud. Qu'il s'agit de tirs en provenance de tireurs israéliens. On a demandé des explications à plusieurs reprises. On est toujours dans l'attente d'explications de l'armée israélienne. Et malheureusement, ça a conduit au décès de 2 de nos collègues dans ce convoi. Sur Rafah, les dernières infos qu'on a par rapport à notre hôpital, on a 57 patients aujourd'hui. Chaque jour, la sécurité des employés est réexaminée. Là, ça sera évacuation potentielle de l'hôpital. Après, il faut espérer qu'on arrive à retourner à Nasser prochainement. Certains ont dû faire ce choix terrible qu'on ne devrait jamais avoir à faire quand on est soignant, quand on est médecin, quand on est infirmière, de se dire, je vais abandonner mon patient et je sais qu'il va probablement décéder, parce qu'il n'aura pas de soins, parce qu'il n'aura pas de médicaments, parce qu'il est sous respirateur et que je vais partir. Et s'il y a le moindre souci, le respirateur va s'arrêter, le patient va mourir. Moi, je suis médecin. Quand on voit des choses difficiles, quand on voit un patient souffrir, ça nous touche. On est obligé d'être touché. Nos collègues palestiniens voient ça depuis 4 mois, en première ligne, tous les jours, des horreurs et des horreurs et des horreurs, chaque jour. La famine, le massacre de civils, les bombardements disproportionnés, la prise d'otages, le ciblage des structures médicales. Tous ces crimes de guerre se déroulent maintenant, sous nos yeux, mais aussi sous les yeux d'une justice internationale trop lente et parfois empêtrée dans des enjeux politiques. Il n'y a pas de système de justice qui puisse réellement s'occuper de ces crimes horribles. Cela signifie qu'il n'y a pas de justice. Cela signifie que nous devons reconstruire tout ce système pour l'adapter à ces crimes horribles qui sont commis sur des êtres humains en ce moment même. Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes les prochains. Dans le monde entier, en Europe et en Amérique, en Asie, vous verrez cela partout. Parce que d'autres régimes, d'autres organisations comprendront qu'ils peuvent faire ce genre de choses et que rien ne se passe. Si cette fois, la justice internationale ne faisait rien, ou trop tard, les conséquences pourraient être bien plus graves. La justice pénale internationale, elle est attendue sur ce conflit pour montrer qu'elle est réellement universelle et impartiale et indépendante. Et donc, si elle ne faisait rien, elle serait perçue comme une cour probablement aux mains des Occidentaux, voire un instrument néocolonial, et ce serait catastrophique pour l'image de la cour. Mais au-delà,
ce qui se joue, c'est l'ensemble des instruments du multilatéralisme. On le voit aujourd'hui, l'ONU est critiquée, la Cour internationale de justice est critiquée, les conventions de Genève sont remises en cause, la Cour pénale internationale et l'ensemble de la justice pénale internationale aujourd'hui fait l'objet d'une attention particulière et j'ai l'impression réellement que ce qui se joue dans les semaines et dans les mois à venir, c'est réellement la cohérence, la crédibilité et la survie de ces instruments du multilatéralisme. Comment garder confiance dans les institutions internationales alors que jour après jour, depuis 6 mois, on assiste aux horreurs de cette guerre, aux souffrances d'une population civile assiégée, captive et qui appelle à l'aide la communauté internationale. On dit que la justice est aveugle, mais elle ne peut pas être silencieuse.